Progressant dans l'histoire de la pensée européenne, je voudrais m'attacher aujourd'hui à une époque qui est fondatrice de la modernité, à savoir le siècle des Lumières, et je m'intéresserai aujourd'hui plus particulièrement au cas de la France pour une période qui s'étend de 1680 à approximativement 1800, donc la fin du XVIIIe siècle. Pour introduire mon sujet, il me paraît intéressant de mettre en tension deux textes qui ont été écrits à 220 ans de distance, donc plus de 2 siècles. Et l'on jugera de la modernité ou non de l'un et de l'autre. Le premier a pour auteur Emmanuel Kant, et il s'agit bien entendu du célèbre opuscule qui a été publié en 1784 dans un journal et qui s'intitule « Qu'est-ce que les Lumières ?» Le second texte a pour auteur Karol Wojtyła, donc le pape Jean-Paul II, qui en 2005 a publié, d'abord en polonais, puis ça a été traduit dans de multiples langues, dont le français, chez Flammarion, un texte qui s'intitule « Mémoire et identité ». Je commence donc par la lecture de ce texte souvent considéré comme fondateur, même si il apparaît tout à fait à la fin de la période des Lumières, justement, à la fin du XVIIIe siècle. Je lis quelques extraits de ce texte. Il commence de cette manière. « Les Lumières, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle est l'incapacité à se servir de son entendement sans la conduite d'un autre. On est soi-même responsable de cet état de tutelle quand la cause tient non pas à une insuffisance de l'entendement, mais à une insuffisance de la résolution et du courage de s'en servir sans la conduite d'un autre. Sapere aude, donc ose savoir, et le courage de te servir de ton propre entendement, voilà la devise des Lumières. Paresse et lâcheté sont les causes qui font qu'un si grand nombre d'hommes, après que la nature les eut affranchis depuis longtemps d'une conduite étrangère, restent cependant volontiers toute leur vie dans un état de tutelle, et qui font qu'il est si facile à d'autres de se poser comme leur tuteur. Je regarde s'il y a encore un passage que je souhaiterais vous lire. Enfin, tout le texte est intéressant, bien entendu. Alors, mais quelle limitation fait obstacle aux Lumières? Quel autre ne le fait pas, mais leur est au contraire favorable? Je réponds, retenez bien cette expression, cette phrase, l'usage public de sa raison doit toujours être libre et il est seul à pouvoir apporter les lumières parmi les hommes. Mais son usage privé peut souvent être très étroitement limité sans pour autant entraver notamment le progrès des Lumières. Un peu plus loin, si l'on pose à présent la question « Vivons-nous maintenant dans une époque éclairée ?» la réponse est « Non, mais bien dans une époque de lumière. » Il s'en faut encore de beaucoup que les hommes, dans leur ensemble, en l'état actuel des choses, soient déjà ou puissent seulement être mis en mesure de se servir dans les choses de la religion de leur entendement, avec assurance et justesse, sans la conduite d'un autre. Cependant, nous avons des indices évidents qu'ils ont le champ libre pour travailler dans cette direction et que les obstacles à la généralisation des Lumières ou à la sortie de cet état de tutelle, dont ils sont eux-mêmes responsables, se font de moins en moins nombreux. À cet égard, cette époque
est l'époque des Lumières ou siècle de Frédéric. Il s'agit évidemment de Frédéric de Prusse. Voilà, j'ai eu l'occasion dans un autre cours de faire l'analyse de ce texte, donc je ne le ferai pas ici, d'autant plus qu'il s'agit essentiellement ici d'une introduction qui va pouvoir, en comparaison avec le texte de Jean-Paul II, va permettre d'introduire le sujet d'aujourd'hui. Je vous montre l'édition que j'ai utilisée d'Emmanuel Kant. Donc, qu'est-ce que les Lumières ? Ça se trouve c'est publié dans un recueil de textes publié en Garnier Flammarion. Voici maintenant le texte de Jean-Paul II, Mémoire et identité, et également chez Flammarion, donc c'est le même éditeur. 2005. Le premier chapitre, sauf erreur de ma part, à moins que ce soit le second, oui, c'est le second chapitre, est intitulé « Idéologie du mal ». Voici comment s'exprime le pape aujourd'hui défunt. Au cours des années s'est forgée en moi, donc moi Jean-Paul II, la conviction que les idéologies du mal sont profondément racinées dans l'histoire de la pensée philosophique européenne. Je dois ici me référer à certains faits liés à l'histoire de l'Europe et de manière particulière à l'histoire de sa culture dominante. Quand fut publiée l'encyclique sur l'Esprit Saint, certains milieux en Occident ont réagi négativement, et cela d'une manière plutôt vive. D'où venait une telle réaction ? Elle provenait des mêmes origines que celles dont étaient nées plus de 200 ans auparavant les Lumières européennes, en particulier françaises, sans pour autant exclure les Lumières anglaises, allemandes, espagnoles et italiennes. Je ne reprends pas ici toute sa démonstration, un peu plus loin, il dit, page 22, dans la logique du cogito ergo sum, donc de Descartes, Dieu était réduit à un contenu de la conscience humaine, il ne pouvait plus être considéré comme celui qui explique jusqu'au plus profond le sum humain, donc le suis, l'être. Et enfin, pour terminer, je crois, non, il y aura encore d'autres passages. Dans la mentalité des Lumières, tout cela, le grand drame de l'histoire du salut avait disparu. L'homme était resté seul, seul comme créateur de sa propre histoire et de sa propre civilisation, seul comme celui qui décide de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, comme celui qui existerait et agirait, etsi Deus non daretur, même si Dieu n'existait pas. Et alors je crois que j'ai encore deux passages, voilà, un peu plus loin. Après avoir donné des exemples de violations de la loi de Dieu, il dit ceci. D'autres violations, donc de violations de la loi de Dieu, ne manquent pas non plus. Je pense par exemple aux fortes pressions du Parlement européen pour que soient reconnues les unions homosexuelles comme une forme alternative de famille à laquelle reviendrait aussi le droit d'adopter. On doit se poser la question de savoir s'il ne s'agit pas ici encore d'une nouvelle idéologie du mal, peut-être plus insidieuse et plus occulte, qui tente d'exploiter contre l'homme et contre la famille les droits de l'homme. Et pourquoi cela arrive-t-il ? Quelle est la racine de ces idéologies de l'après-lumière ? En définitive, la réponse est simple. Cela arrive parce que Dieu, en tant que créateur, a été rejeté, et du même coup, la source de détermination de ce qui est bien et de ce qui est mal. On peut se poser la question aussi, évidemment, de ce scandale dont il est question depuis maintenant, justement, une bonne vingtaine d'années, parce que ça se passait déjà, et c'était connu de la papauté, le scandale et le drame des enfants qui ont été violés par des prêtres. Et les cas sont extrêmement nombreux. Donc la pédophilie serait-elle indirectement, je dirais, elle aussi issue à ce moment-là d'idéologie des Lumières.
On ne peut cependant oublier, quatrième passage, que toutes ces analyses présupposent implicitement la réalité de l'être homme, à savoir qu'il existe un être créé et aussi un être absolu. Si l'on ne part pas de tels présupposés réalistes, et le mot réaliste se trouve sous la plume de Jean-Paul II, on finit par se mouvoir dans le vide. On peut évidemment se poser d'autres questions concernant l'Inquisition, voilà, qui est bien antérieure aux Lumières. Mais enfin, ceci doit, une fois mis en tension avec le texte d'Emmanuel Kant, qui fait référence à l'émancipation de l'être humain par lui-même, et non pas par l'intermédiaire de l'Église, non pas par l'intermédiaire de la croyance en Dieu en tant qu'être créateur, ceci nous introduit directement à mon sujet, c'est-à-dire le siècle des Lumières en France au XVIIIe siècle. Le mot « lumière » est un terme qui est une métaphore, au fond. Les Lumières s'opposent à l'obscurité, à l'obscurantisme, au fanatisme, à l'ignorance, toute une série de mots qui renvoient, au moins pour partie, justement à l'Église catholique de cette époque-là, mais pas seulement. Le terme est polysémique, il renvoie à la fois à l'idéologie, il renvoie aussi aux individus qui ont vécu et qui ont charrié, porté cette idéologie des Lumières, et il renvoie enfin, il permet de définir enfin toute une période que ici je définis entre le 1680 et 1800 pour arrondir les dates. Ce qui est sûr, c'est que les Lumières constituent un des socles, un des fondements de la modernité. Nous allons nous attacher dans un premier temps à mieux définir ce que sont les Lumières, tout d'abord sur le plan chronologique, ensuite sur le plan spatial, et enfin et surtout sur le plan idéologique, puisque c'est ça qui nous intéresse ici. Je commence tout d'abord par la chronologie. On peut distinguer trois périodes, en fait, dans ce siècle des Lumières. Ce siècle des Lumières qui commence un peu avant le XVIIIe siècle, puisque la plupart des historiens des idées sont d'accord pour le faire commencer vers 1680. Pourquoi 1680 ? Eh bien 1680, environ 1680, parce que dans ces années-là vont se produire des éléments, des phénomènes très importants de l'histoire politique en France d'une part et en Grande-Bretagne d'autre part. En France tout d'abord, c'est la publication de l'édit de Fontainebleau qui révoque en 1685 l'édit de Nantes, qui était un édit de tolérance, donc, comme vous le savez, promulgué par Henri IV à l'égard des protestants. Donc à partir de 1685, les protestants français n'ont qu'une option qui leur est proposée par le pouvoir, c'est de se convertir. Alors, certains vont se convertir effectivement et pratiquer leur culte un petit peu comme les Juifs l'avaient fait précédemment, de manière secrète. D'autres vont pratiquer leur culte, mais en se retirant en France même dans des régions où les persécutions étaient plus rares. C'est ce qu'on appelle les protestants du désert. Et enfin, il y a une troisième catégorie, nombreuse, qui part se réfugier, le terme de refuge est le terme retenu dans l'historiographie, se réfugier dans des pays plus tolérants, ou tolérants tout simplement, puisque la France ne l'était pas, c'est-à-dire en Angleterre, aux Provinces-Unies, les Pays-Bas actuels, et dans le Brandebourg, en Prusse. Ensuite, il y a un deuxième événement qui va être un accélérateur du surgissement de cette pensée des Lumières, c'est la Révolution anglaise de 1688, qui va conduire à l'établissement d'une nouvelle constitution, 1689, c'est-à-dire
un régime, l'établissement d'un régime de monarchie parlementaire où dorénavant les ministres sont responsables devant une assemblée du pays, même si effectivement il ne s'agit pas évidemment à l'époque bien sûr de suffrage universel, donc une assemblée parlementaire, et les ministres ne sont plus responsables devant le roi, hein, qui était un monarque absolu jusqu'alors, puisqu'il s'agissait de Jacques II à ce moment-là qui doit partir en exil en France. À partir donc de ces deux événements, 1685-1688, donc d'une part la révocation d'édit Nantes et d'autre part la seconde révolution anglaise, puisqu'il y en a une première près de 50 ans plus tôt, enfin à partir de 1640, à partir de ce moment-là, il y a un esprit critique qui se développe. Il avait déjà, comment dirais-je, il s'était déjà exprimé précédemment. Mais à partir de ce moment-là, je dirais que ces deux événements constituent un coup de fouet par rapport justement à cette, comment dirais-je, au despotisme, à l'absolutisme absolu. Et à partir de ce moment-là, il y a évidemment chez les intellectuels la mise en forme, la théorisation de cette émancipation de l'être humain, de cette sortie de la tutelle dont parle, comment dirais-je, Emmanuel Kant en 1684 dans son opuscule. Donc c'est une accélération d'esprit critique qui d'ailleurs, comment dirais-je, s'était exercé depuis l'humanisme, bien entendu, mais qui ici va connaître un second souffle, si je puis dire. L'apogée des Lumières, donc ça c'est la première période qui s'étend donc de 1880, disons, aux années 1740. Alors à partir de 1740, je dirais jusque 1770, donc pendant une trentaine d'années, on peut parler véritablement de l'apogée des Lumières, avec bien sûr un ouvrage fort, c'est l'Esprit des lois, la publication de l'Esprit des lois de Montesquieu en 1748, dont je ferai d'ailleurs un cours demain qui sera enregistré et que donc vous pourrez voir. Je vous montre ici la couverture du premier volume dans la collection Garnier-Flammarion. Donc c'est cet ouvrage-là que je vais analyser demain. Je peux d'ailleurs vous montrer par la même occasion le traité du gouvernement civil de John Locke, publié en 1690 et qui est certainement un ouvrage majeur qui a évidemment contribué à la réflexion de Montesquieu, toujours en Garnier-Flammarion, John Locke. Les années 1750 sont marquées par une grande aventure, l'aventure de l'encyclopédie. Cette aventure de l'encyclopédie qui va durer, disons, une bonne quinzaine d'années, mais qui va s'étendre parce qu'il va y avoir de nombreuses rééditions. Alors l'encyclopédie, c'est une entreprise gigantesque qui résume sous la direction de Diderot et d'Alembert, qui réunit de nombreux collaborateurs, de très nombreux collaborateurs dans tous les domaines des sciences, des arts et des techniques. C'est d'ailleurs le sous-titre de l'encyclopédie, c'est l'encyclopédie, donc le dictionnaire des sciences, des lettres, des sciences et des arts, qui est publié à partir de 1751. Alors, c'est un ouvrage qui est vraiment, je dirais, le symbole de cet esprit des Lumières. Les articles sont imprégnés de ce souci d'émanciper l'être humain, de montrer que la science, les techniques vont permettre d'approcher, ou plutôt vont permettre le progrès à la fois intellectuel, social et moral de l'humanité. Enfin, il reste une dernière période,
c'est la période que l'on pourrait appeler la période des secondes lumières, après 1775, ce sont les années 1780, autrement dit, vraiment la période qui précède immédiatement la Révolution française. C'est cette période qui succède à la mort de ceux qu'on appelle les philosophes, qui ne sont pas proprement parlé des philosophes au sens où on l'entend généralement. Ce ne sont pas des spécialistes de la métaphysique, de l'ontologie, par exemple. Ce sont en fait des écrivains qui mettent leur plume au service de la diffusion, justement, de cette idéologie d'émancipation de l'être humain et qui dénoncent les travers de l'idéologie absolutiste et de l'idéologie cléricale. Je vais revenir sur ce point dans quelques minutes. C'est une époque donc essentiellement où les Lumières se diffusent par le biais justement de l'encyclopédie qui va connaître un succès énorme. Il faut penser ne fût-ce qu'au nombre de volumes de cette encyclopédie, donc elle ne pouvait pas être achetée par tout le monde, mais parmi la noblesse, parmi la bourgeoisie, ceux qui le peuvent achètent cet ouvrage essentiel. Voilà, quelques éléments de chronologie. On a vu que j'ai périodisé en 3 périodes, donc ces Lumières. Première période 1680-1640, deuxième période 1640-1600, je dirais 75, 1680. N'oublions pas que Voltaire et Rousseau décèdent tous les deux en 1778. Et enfin, la période de diffusion, où les œuvres qui sont publiées sont moins puissantes, certainement, mais où il y a quelques auteurs qui valent vraiment la peine et dont il sera question un peu plus tard dans cet exposé. Maintenant, la question de l'espace. Quel est l'espace politique, l'espace géographique qui est couvert par cette idéologie des Lumières? Quels sont les pays où les intellectuels vont s'exprimer dans ce sens et vont diffuser un certain nombre de valeurs qui sont attachées justement aux Lumières? On peut dire que l'idéologie des Lumières se répand progressivement au XVIIIe siècle dans l'ensemble de l'Europe, même si on peut identifier un certain nombre de tonalités, d'inflexions nationales, et il y a effectivement des nuances, même si globalement les penseurs qui adhèrent à ce mouvement sont d'accord sur l'essentiel, il y a des nuances lorsque l'on compare les Lumières en Allemagne, ce que l'on appelle l'Aufklärung, les Lumières en Angleterre, Enlightenment, les Lumières en Italie, il Illuminismo, les Lumières en Espagne, dont parlait Jean-Paul II dans l'extrait que je vous ai lu, ce qu'on appelle là-bas la Illustration, même aussi aux Provinces-Unies, où là on parle de Verklaringen, donc les Lumières au sens propre. Quelles sont les spécificités de la France, puisque c'est de la France dont je vous souhaite vous parler principalement? Quelles sont les spécificités de la France? Il y a, du point de vue négatif, un certain nombre de spécificités, du point de vue de la position positive, j'allais dire, des Lumières. Les Lumières réagissent tout d'abord. Ils réagissent, je vous l'ai dit, en parlant de la révocation d'Édit Nantes et en parlant de la seconde révolution anglaise, les Lumières réagissent contre un système politique et un système religieux, les deux étant intimement liés d'ailleurs aux yeux des Lumières, puisque ces deux systèmes se soutiennent mutuellement, à savoir l'absolutisme et donc le cléricalisme. Donc les Lumières s'opposent d'une manière générale aux religions révélées, ils ne sont pas opposés par contre du tout
au déisme. Presque la plupart des penseurs des Lumières sont déistes, à part quelques-uns très peu nombreux, comme Diderot, comme La Métrie, par exemple, mais pour le reste, les Lumières sont déistes. Comme Voltaire, hein, qui croit en un dieu horloger qui aurait mis la mécanique en route au tout départ de l'histoire du monde, et puis qui aurait laissé fonctionner donc le monde et la société par conséquent par la suite. Donc opposition aux religions révélées, je dis bien révélées, et pas opposition aux religions, et opposition au despotisme, à la tyrannie, qui, au XVIIIe siècle, sont, comment dirais-je, sont les régimes qui fonctionnent pratiquement partout. Mais pour cela, il faut disposer d'un outil, et positivement, les Lumières ne s'intéressent pas seulement qu'à démonter un système, ils ont un objectif qui est positif, il s'agit de construire quelque chose par la science. Je commence tout d'abord par la méthode. La méthode qu'ils utilisent, c'est la raison, mais pas n'importe quelle raison, c'est la raison critique. Et en cela, Jean-Paul II, on voit bien, il faisait référence aux racines des Lumières quand il faisait référence donc au cogito ergo sum de Descartes. Je pense, donc je suis, donc ce qui est le fondement de notre existence, ce n'est plus le créateur, c'est notre propre pensée, c'est notre conscience qui d'où est issu en fait le monde que nous allons construire. Cette raison, aux yeux de l'Église, est d'autant plus dangereuse que depuis le XVIIe siècle déjà, principalement dans les pays protestants, il y a de nombreux auteurs à ce sujet-là, je pense en particulier à Pierre Bell, qui est un protestant français, mais qui est parti en exil. Je fais référence aussi, bien sûr, à Spinoza, qui est un juif, mais un juif excommunié de sa communauté en 1656, qui ne s'inscrivent pas dans le schéma du dogmatisme de l'Église et de l'Église catholique en particulier. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du XVIIe siècle, des auteurs commencent à travailler sur la Bible elle-même, à travailler sur son historicité, sur l'authenticité de certains textes, sur comment dirais-je, la priorité dans la chronologie ou pas de certains textes, en montrant qu'il y a des textes qui ne peuvent pas avoir été écrits à une certaine époque. Je pense ici en particulier au Pentateuque, parce qu'il y a des références à des événements historiques qui se sont passés plus tard, donc ça ne tient pas la route. Spinoza, par exemple, remet en question l'origine mosaïque même du Pentateuque. Pour lui, ce n'est pas possible que Moïse ait écrit cela parce que ça ne tient pas la route du point de vue de la philologie et de la critique historique. Maintenant, à côté de ça, je vous ai dit que les Lumières ont un objectif qui est positif. Il ne s'agit pas de détruire, il s'agit de construire. Il s'agit de remplacer. Donc il ne s'agit pas du tout d'avoir une position nihiliste vis-à-vis du pouvoir établi et de la société établie. Il s'agit de démonter un système pour reconstruire autre chose. Et pour cela, grâce à l'usage de la raison, on va s'intéresser à l'ensemble du monde, on va s'intéresser à la nature, à la société, à l'économie dans son ensemble, et il y a une soif immodérée de la connaissance qui se met
en place à ce moment-là, au point de vouloir connaître la nature pour la dominer. En cela, on peut dire que les Lumières, à terme, ont conduit, je dirais, à un certain nombre de dérives au XIXe et surtout au XXe siècle, même si, fondamentalement, les Lumières ont un objectif qui est celui du bonheur, et on va revenir là-dessus, de l'humanité. Donc il s'agit de connaître sur le plan scientifique, de développer également des nouvelles techniques. Donc la nature est au cœur, la connaissance de la nature est au cœur du projet des Lumières. Alors développons un petit peu maintenant les aspects idéologiques que j'ai avancés déjà à plusieurs reprises depuis le début de cet exposé. Les Lumières considèrent, quand je dis les Lumières, ici je fais référence aux penseurs, je préfère dire les penseurs plutôt que les philosophes des Lumières, les penseurs qui ont développé cette idéologie. La raison, c'est bien. La raison individuelle, quelque développée par Descartes, ce n'est qu'un point de départ. Mais la raison, pour pouvoir être efficace pour l'être humain, doit avoir bien sûr un objectif d'ordre éthique, d'ordre moral. Et c'est ainsi que pour les Lumières, la sociabilité est tout à fait essentielle. Les êtres humains doivent travailler en collaboration, doivent travailler en équipe. Donc, les Lumières, que l'on a souvent considérées comme étant à l'origine du libéralisme individualiste, bien au contraire, les Lumières portent en eux l'idée de la solidarité. Je crois que c'est important de le dire. Il s'agit de travailler en commun pour être utile donc à l'humanité. Il y a l'idée d'universalité qui est très présente chez les Lumières. Il s'agit de travailler au bonheur commun, ce qui aboutit à cette déclaration du 26 août 1789, la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Alors, travailler au bonheur commun, travailler ensemble, oui, mais travailler à quoi finalement ? L'être humain ne peut être heureux, la société ne peut être heureuse que parce qu'il y a un postulat de base qui est celui des Lumières, qui est celui de la perfectibilité de l'être humain. À la limite, c'est presque un dogme, parce que rien ne nous prouve que l'être humain soit perfectible. C'est un concept qui est d'origine plus morale que scientifique, et beaucoup de choses démontrent au quotidien que les progrès de la science peuvent conduire à la destruction même de l'humanité. Ce sujet est d'actualité quand on voit les effets ravageurs du capitalisme et donc d'une vision particulière de l'économie libérale sur le destin des êtres humains, et je ne voudrais pas vivre dans la peau de mes petits-enfants, si j'en ai, mais notre rôle à nous, aujourd'hui, constamment, tous les jours, est de nous battre pour que ce schéma dramatique qui s'annonce ne puisse pas se produire. Il y a pour ça différents moyens, les manifestations, la pression, le vote éventuellement politique, mais il y a aussi, et pour moi c'est quelque chose qui a été au cœur de toute ma vie, il y a la recherche, mais il y a surtout, au-delà de la recherche, la médiation des recherches scientifiques, c'est-à-dire l'enseignement. Alors, donc, l'être humain ne peut être, l'esprit humain ne peut être perfectible que grâce à l'éducation. Et là, il y a des nuances qui peuvent être apportées, mais les Lumières sont tous ou toutes d'accord sur cette idée du rôle essentiel de l'éducation. Je pense en particulier à Julie... Ah non, je voulais vous montrer l'Émile,
de Rousseau, et dans ma bibliothèque, j'ai été distrait et j'ai sorti Julie ou la nouvelle Héloïse. C'était pas ça du tout. Voilà, j'ai été un petit peu distrait à ce moment-là. Mais donc dans l'Émile ou de l'éducation, qui date de 1762, c'est-à-dire l'année même où Jean-Jacques Rousseau publie le contrat social, enfin je vous montre quand même la nouvelle Héloïse, mais ce n'était pas mon objectif, voilà, où Jean-Jacques Rousseau publie le contrat social. Voilà. Alors, il y a d'une part Rousseau, mais il y a alors à la fin du siècle, en 1791, Condorcet, le grand Condorcet, qui publie son premier mémoire sur l'instruction publique. Ici, j'en ai une petite édition dans la collection Mille et une nuits. Ce sont des petits volumes qui ne coûtent vraiment pas cher, 2,50 € ou 3 €, je crois. Condorcet, qui est l'auteur 3 ans plus tard d'un ouvrage très important, où là aussi la notion de perfectibilité de l'esprit humain est au cœur de sa pensée, c'est son esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Ici, vous avez l'édition par Monique et François Inker aux éditions sociales, donc dans la collection Les Classiques du Peuple. Donc 1794, c'est l'année même, sauf de ma part, où il est guillotiné. Oui. Cet ouvrage paraît donc, c'est en l'an... C'est l'an 2 ou c'est peut-être déjà l'an 3 à ce moment-là? Je crois que c'est déjà l'an 3 au moment de la publication du livre. Maintenant, la définition des Lumières peut être telle que je l'ai présentée ici, sous forme d'un tableau d'ensemble, avec une périodisation qui vaut ce qu'elle vaut, comme toujours, avec la définition d'un espace, qui est l'espace européen, avec quelques valeurs essentielles qui sont celles de cette idéologie, la sociabilité, l'utilité publique, la perfectibilité, le rôle de l'éducation, qui devrait rester toujours au cœur des projets politiques de nos sociétés, et ce n'est hélas pas toujours le cas. J'en arrive maintenant à la critique de ces caractères que je viens d'évoquer. On peut tout d'abord dire qu'il y a peut-être plus de diversité que l'on ne pourrait l'imaginer. J'ai déjà évoqué sur le plan national les nuances qui peuvent exister entre les Lumières d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie, d'Espagne et de France. En fait, on peut dire que les Lumières ne constituent pas, à proprement parler, une école de pensée, et qu'il s'agit en fait, au cours du XVIIIe siècle, d'une construction progressive de cette idéologie. Il s'agit en fait d'une construction qui aboutit à la fin du XVIIIe siècle au tableau en fait que je vous ai donné, qui n'est qu'un résumé, mais qui ne rend pas compte peut-être de la richesse de la pensée de tous ces penseurs. Le texte de référence à la fin du siècle, c'est celui que je vous ai lu tout à l'heure, qui date de 1784, donc cet article en fait publié dans un journal allemand, cet article d'Emmanuel Kant, et si vous vous souvenez bien de cette idée clé, on voit que pour Emmanuel Kant, les Lumières sont un processus de recherche. Un processus de recherche. La notion de processus est essentielle parce que face au dogmatisme de l'Église catholique, qui est un système figé, que l'on ne peut pas remettre en cause, où il y a des autorités peu nombreuses qui décident lors d'un concile, ou le pape lui-même, de la validité, ici, il s'agit vraiment d'une remise en question d'un processus constant, et je dis bien de recherche. Donc ça s'oppose à l'idée d'une religion révélée, où tout serait fixé dès le départ, et où il n'y aurait plus qu'à commenter, et encore, en commentant, on risque
de s'éloigner de la voie orthodoxe. Donc c'est un processus de recherche qui repose sur l'usage public de la raison. Vous vous souvenez peut-être de cette phrase que je vous ai lue. Je vais essayer de la retrouver. Voilà. Donc c'est page 45 dans l'édition ici que j'utilise, Garnier-Flammarion. Mais pour ces lumières, il n'est rien requis d'autre que la liberté, et la plus inoffensive parmi tout ce qu'on nomme une liberté, à savoir celle de faire un usage public de la raison sous tous ses rapports. La recherche sur les Lumières, depuis quelques dizaines d'années maintenant, s'oriente vers toujours bien entendu l'histoire des idées et l'histoire culturelle, mais avec des orientations qui n'étaient pas celles qu'avaient prises ceux qui ont commencé à travailler sur les Lumières déjà depuis le XIXe siècle. En effet, il s'agit d'essayer de comprendre comment les œuvres de ces penseurs ont circulé, d'essayer de comprendre également comment cette pensée a été reçue, et en particulier d'essayer de comprendre si oui ou non il y a un lien entre les Lumières et la Révolution française. Ce lien a été, semble établi, mais il ne faut pas le majorer, il ne faut pas lui donner une importance qu'il n'a pas, parce que la Révolution française, c'est quand même une révolution politique, une révolution sociale. Cette révolution découle quand même d'un malaise profond dans le royaume. Il y a eu la convocation en 1788 pour le mois de mai 1789 des États généraux. Il y a eu la rédaction, et c'est d'ailleurs d'actualité avec les Gilets jaunes aujourd'hui, donc la rédaction à tous les niveaux du royaume, depuis les paroisses jusqu'au plus haut niveau, en passant par des synthèses suivant le degré administratif où l'on se trouvait, des doléances des Français. Donc c'est l'ensemble de la population qui est mobilisée à ce moment-là. Donc ce serait trop simple de considérer que les Lumières ont joué un rôle essentiel. Les Lumières accompagnent, je dirais, la Révolution française. Effectivement, ce sont des intellectuels, des bourgeois, qui sont des intellectuels qui vont formaliser tout cela dans des lois. Il y aura la Déclaration des droits de l'homme, bien entendu, mais la Révolution française, ce n'est pas seulement un événement culturel et intellectuel. Donc il faut se méfier parfois de ces manuels scolaires où, comme cause de la Révolution française, on voit cause sociale, cause économique, cause intellectuelle. Bon, les intellectuels ne sont quand même pas la majorité de la population. Effectivement, je vous ai dit que l'encyclopédie a été achetée par beaucoup de gens, elle a été certainement lue par beaucoup de gens, mais il y a aussi beaucoup de gens qui achètent l'encyclopédie et qui ne la lisent pas, ou qui lisent quelques rares articles qui s'y trouvent. On connaît ce phénomène depuis le 19e siècle, même au 19e siècle déjà, où vous aviez des juges, des notaires, des avocats, des médecins qui achètent comme ça les œuvres complètes de tel ou tel historien, les œuvres complètes de Platon, et voilà, c'est dans la bibliothèque, c'est un signe de distinction sociale, c'est une manière de montrer le capital culturel supposé qu'on est censé posséder, mais il ne faut peut-être pas exagérer non plus, rien qu'aux chiffres de vente, la réalité de la réception des idées, des Lumières, bien entendu. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu très tôt des gens qui ont fait le lien, positivement ou négativement, entre les Lumières et la Révolution française. Du point de vue des opposants, il y a un texte célèbre qui date de 1797 et qui est dû à l'abbé Baruel qui, dans ses mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, explique
que les Lumières, et plus particulièrement la franc-maçonnerie, sont à l'origine de la Révolution française. Cette idée, cette thèse va être reprise d'ailleurs au XIXe siècle et est encore reprise au XXe siècle. Sauf que l'abbé Baruel voit cette influence comme une influence tout à fait négative, bien sûr. Ceci dit, il est vrai que la franc-maçonnerie a été un lieu de sociabilité, a été un lieu de diffusion des Lumières, puisqu'elle partageait les loges maçonniques partageaient les mêmes idéaux, celles d'utilité publique, celles de perfectibilité de l'être humain, d'ailleurs valeurs des Lumières qui vont se répandre au XIXe siècle et encore au XXe siècle. Mais il ne faudrait pas exagérer non plus le rôle des loges maçonniques, parce qu'il y avait des francs-maçons des deux côtés, dans les deux camps, d'ailleurs, du côté du roi, du côté des modérés et du côté des révolutionnaires. Donc il ne faut pas non plus exagérer les choses. L'histoire culturelle est un domaine qui intéresse beaucoup, les historiens des idées aussi. On essaye de comprendre, donc, comme je vous disais, les conditions de circulation, le rôle de l'imprimé dans tout cela, et la sociabilité, parce que les idées, elles ne passent pas seulement par l'écrit, elles passent aussi par des rencontres, par des discussions, par des dialogues qui se sont faits dans le courant du XVIIIe siècle, dans ces fameux salons. Vous savez, il y avait le salon de Madame de Téfan, le salon de Madame, comment dirais-je, de Tencin. Alors pour l'histoire, pour l'art, c'était plutôt le salon de Madame Geoffrin. Mais donc les salons, certainement, jouaient un rôle important. Les académies aussi ont joué un rôle, académies provinciales surtout, parce que c'est à ce moment-là que je crois qu'il y a une trentaine d'académies provinciales qui sont fondées. Enfin, je dis ce chiffre, mais je n'ai plus tout à fait le chiffre précis en tête. Il y a, j'exagère peut-être 20 ou 30, une trentaine, si mes souvenirs sont bons. Il y a aussi les cafés, mais alors à un niveau inférieur sur le plan social, mais dans les cafés, on discute aussi beaucoup. Les cafés sont une invention du XVIIIe siècle, et ceci est lié, j'en parlerai plus tard, si je l'ai déjà fait, avec évidemment l'exploitation des colonies, des colonies sucrières des Antilles à ce moment-là, et qui permettent le développement des cafés. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard. Voilà, j'espère avec tout ceci avoir fait un tour de ce mouvement essentiel pour comprendre notre modernité. On voit encore les positions au plus haut niveau de l'Église catholique par rapport aux Lumières. J'aurais pu vous donner également des textes de Ratzinger, de Joseph Ratzinger, devenu pape sous le nom de Benoît XVI, qui vont tout à fait dans le même sens que Jean-Paul II, où il explique qu'il n'y a pas de droits de l'homme, mais il n'y a que des droits de Dieu, finalement, étant d'ailleurs en retrait là-dessus par rapport à Jean-Paul II, qui utilise plus largement l'expression de droits de l'homme, mais dans le cadre qu'il définit lui-même. Voilà, et nous sommes à une époque où on peut dire que les Lumières reculent. Les valeurs des Lumières reculent dans notre société, et je crois que toutes les bonnes volontés doivent s'unir pour essayer de faire passer ces idées de tolérance, ces idées d'utilité publique, ces idées de raison, l'idée qu'on ne s'en sort pas tout seul, ces idées de solidarité. Voilà, j'ai essayé de faire passer un message aussi moral dans cet exposé historique qui se veut scientifique, parce que je crois qu'il est difficile de dissocier l'action d'un individu sur le plan social et moral de son activité scientifique et vice-versa. Je vous montre maintenant quelques livres qui pourront, comme d'habitude, vous permettre d'aller plus loin.
Alors, un ouvrage essentiel, un grand classique, La crise de la conscience européenne de Paul Hazard, 1680-1715. D'ailleurs, il a publié un deuxième opus qui couvre l'ensemble du XVIIIe siècle, sur la pensée européenne au XVIIIe siècle, dans la même collection. Ici, c'est chez Fayard, donc. Pierre Chaunu, La civilisation de l'Europe des Lumières. Alors, publié chez Artaud, Les grandes civilisations. Et ici, je vous montre l'édition de poche qui est plus maniable, parce que j'ai dans ma bibliothèque l'édition originale, mais il s'agit d'un gros pavé. Voilà. L'avantage, évidemment, de l'édition Princeps, c'est que vous y trouvez des illustrations, vous y trouvez un lexique très important. Alors, de Ulrich Imhoff, Les Lumières en Europe, au seuil. Alors, de Bruno Belhost, professeur à la Sorbonne, un ouvrage récent, Histoire de la science moderne, de la Renaissance aux Lumières, chez Armand Collin de la collection Cursus. Il s'agit d'un ouvrage très lisible, très pédagogique et destiné aux étudiants de premier cycle en France, où vous avez donc des chapitres sur, tout à fait accessibles donc, sur la science au XVIIIe siècle. Cet ouvrage est très récent, il doit dater de 2016, vous voyez, il a 2 ans. Alphonse Dupron, Qu'est-ce que les Lumières? Recueil d'articles. Donc, l'ouvrage reprend le titre célèbre de l'opuscule d'Emmanuel Kant de 1784. Alors, un autre classique d'Ernst Cassirer, La philosophie des Lumières en presse pocket, dans la collection Agora. Alors, un volume de la collection XVIIIe siècle consacré au matérialisme des Lumières, 1992, mais évidemment, cette revue qui paraît annuellement est évidemment doit être indispensable pour qui veut travailler sur les Lumières. Donc, vous voyez, en 1992, c'était déjà le numéro 24, et vous avez de nombreux comptes rendus dans cette série. Alors, de Michel Onfray, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Les Ultras des Lumières, contre-histoire de la philosophie, tome 4, en livre de poche, biblio, essai. Colloque sur l'idéologie des Lumières, un colloque qui date de mars 1971 à l'Institut des hautes études de Belgique, qui est un institut qui est lié à l'Université de Bruxelles. Donc c'est un tiré à part que je vous montre de la revue de l'Université de Bruxelles. Donc le numéro 2-3, 1972. De Georges Gusdorf, le tome 6 de son Histoire des sciences humaines et de la conscience occidentale, tome 6 qui s'intitule L'avènement des sciences humaines au siècle des Lumières chez Payot. De Robert Darnton, L'aventure de l'encyclopédie, un best-seller au siècle des Lumières, préface d'Emmanuel Leroy-Ladurie chez Perrin. Donc c'est un grand historien américain, Darnton. De la revue 18e siècle, un numéro spécial consacré à l'initiateur avec Diderot de l'encyclopédie, à savoir d'Alembert, qui était un mathématicien. Ce numéro est numéro 16, 1984.
Franc-maçonnerie et religion dans l'Europe des Lumières, texte réuni par Charles Porcet et Cécile Révauger, chez Champion Classique. Encore un numéro de la revue 18e siècle, le numéro 19 de 1987, La franc-maçonnerie. Oui, donc cette revue est publiée par les presses universitaires de France. En tout cas, était. De Pierre Chevalier, Histoire de la franc-maçonnerie française, tome 1, La maçonnerie, École de l'égalité, 1725-1799, chez Fayard. Et en couverture, on voit une initiation, une élévation au grade de maître, donc c'est du 3e degré. Et pour vous montrer que les Lumières dépassent largement l'Europe occidentale, alors il y a eu un colloque, enfin un recueil de textes consacré aux Lumières et la société roumaine. C'est publié chez Dacia en 1980. L'éditeur s'appelle Pompiliu Théodore, parce qu'on imagine difficilement les Lumières en Roumanie, mais enfin voilà. Donc l'ouvrage s'intitule Enlightenment and Romanian Society. Enfin, pour terminer, des ouvrages qui concernent plutôt la France. La France des Lumières de Daniel Roche chez Fayard, ouvrage fondamental bien sûr. Alors un ouvrage plus ancien, mais qui est encore utile sur le plan pédagogique, de Daniel Mornay, La pensée française au XVIIIe siècle, dans la collection U2 chez Armand Collin. Alors, de Daniel Roche à nouveau, Les Républicains des lettres, Gens de culture et Lumière au XVIIIe siècle chez Fayard. De Roger Chartier, Les origines culturelles de la Révolution française, collection L'univers historique au Seuil. Et enfin, pour terminer, l'invention critique de la Bible, 15e-18e siècle, par Pierre Gibert, qui est un jésuite, publié aux éditions Gallimard, collection Bibliothèque des Histoires. J'ai dit.